Bonjour mes chers amis, je suis Françoise, j'ai 78 ans et aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire qui a complètement changé ma vie. Mais avant de commencer, dites-moi d'où vous me regardez. Laissez un commentaire avec votre ville et, si vous aimez les récits authentiques qui nous parlent de courage et de résilience, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, replongeons en 1972, lorsque j'avais seulement 25 ans et que je croyais vivre un mariage parfait. Je suis née dans une petite ville minière du Minas Gerais où l'on élevait les filles pour qu'elles deviennent de bonnes épouses et mères. Mes parents étaient des gens simples. Mon père travaillait au champ et ma mère s'occupait de la maison et de ses 5 enfants. J'étais la deuxième de la fratrie et j'ai toujours eu la tête pleine de rêves. Pendant que mes sœurs jouaient à la poupée, je m'imaginais dans une grande ville, avec ma propre maison, peut-être même un emploi dans un bureau. Mais à cette époque, les filles comme moi allaient rarement au-delà de l'école primaire. J'ai rencontré Antoine quand j'avais 18 ans, pendant la fête patronale de la ville. Il avait 27 ans, portait un costume bien repassé et travaillait comme représentant commercial pour une entreprise de São Paulo. Antoine semblait tout droit sorti d'un film, beau, bien élevé, et toujours prêt à raconter des histoires fascinantes sur la capitale. Comparé aux garçons du village, il était sophistiqué et ambitieux. Mon père n'approuvait pas. Au début, il disait que les commerciaux de passage n'étaient pas fiables, mais Antoine savait se montrer charmant et a vite conquis toute la famille. Nous avons été ensemble pendant 10 mois, toujours sous le regard vigilant de ma mère ou de mes tantes. Ce furent des mois de lettres passionnées pendant ses déplacements et de petits cadeaux qu'il m'apportait à son retour. Je me rappelle tout particulièrement d'un rouge à lèvres rouge qu'il m'a offert, le premier de ma vie. Ma mère ne voulait pas que je le mette, bien sûr, mais je le mettais en cachette quand j'étais seule dans ma chambre. Nous nous sommes mariés en mars 1965 lors d'une cérémonie simple à l'église paroissiale. Je portais une robe blanche que ma mère et moi avions cousue ensemble et Antoine était élégant dans son costume bleu marine. Je me souviens du parfum des fleurs d'oranger qui ornèrent l'autel et de la sensation que ma vie venait enfin de commencer. 2 semaines plus tard, nous avons emménagé dans une petite maison en périphérie de São Paulo. Les premières années ressemblaient à un rêve. Je voyageais beaucoup pour le travail, mais je revenais toujours avec des histoires intéressantes et de petits cadeaux. Que nous avions une routine qui pour moi était parfaite. Il partait le lundi et revenait généralement le jeudi ou le vendredi. Les week-ends, nous allions au cinéma, visitions des parcs ou restions simplement à la maison, où je préparais des recettes spéciales pour l'impressionner. Nous avons eu notre premier fils Miguel. 2 ans plus tard, notre fille, Claire, est née. Je me consacrais entièrement à nos enfants et à notre maison, tandis qu'Antoine S. travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. C'était un bon père. Quand il était là, il apportait des jouets, jouait avec les enfants et racontait des histoires avant de les coucher. Ces voyages se faisaient plus longs avec le temps, mais je comprenais, après tout, il bâtissait une carrière et assurait notre avenir. Notre vie sociale tournait principalement autour des collègues d'Antoine et de leurs épouses. Il y avait des dîners occasionnels, des barbecues le dimanche et les anniversaires des enfants. Antoine était toujours le centre d'attention, racontant des blagues et des anecdotes sur les villes qu'il visitait. J'étais fière d'être à ses côtés, même si j'étais plus calme et réservée. Sa famille vivait à Rio de Janeiro et nous leur rendions visite 1 ou 2 fois par an. Ma famille encore dans l'intérieur du Minas, je la voyais moins souvent. Dans les lettres que j'écrivais à ma mère, je décrivais une vie parfaite en omettant les petites disputes, la solitude pendant ses voyages et les difficultés d'élever 2 enfants presque seuls. Après tout, j'avais fait mon choix et je devais montrer que ça fonctionnait bien. Lorsque Miguel avait 6 ans et Claire 4, nous avons déménagé dans une maison plus grande dans un quartier meilleur. Antoine avait été promu directeur régional des ventes, ce qui signifiait un meilleur salaire, mais aussi plus de responsabilités et des voyages encore plus longs. Maintenant, il passait des semaines entières à l'extérieur, ne revenant que quelques jours. Il me manquait, mais je me consolais en me disant que c'était temporaire, qu'il obtiendrait bientôt un poste plus stable, nécessitant moins de déplacements.
C'est à cette époque, vers 1972, que j'ai commencé à remarquer de petits changements, des appels mystérieux où la personne raccrochait dès que je répondais. Antoine devenait de plus en plus distant, moins intéressé par les enfants et par moi, trouvant toujours des excuses pour ne pas participer aux événements familiaux. Et surtout, ses voyages semblaient suivre un schéma étrange. Il passait systématiquement au moins une semaine par mois dans la même ville du sud de São Paulo, Ribeirão Preto. À l'époque, je luttais contre les soupçons qui commençaient à germer dans mon esprit. Je pensais que c'était le fruit de mon imagination, une conséquence de la solitude et de la fatigue de tout gérer seul. Antoine était un bon mari, un bon père, un homme travailleur. Il ne ferait jamais rien pour blesser notre famille. Du moins, je voulais y croire de tout mon cœur. On dit toujours qu'on sent quand quelque chose ne va pas dans notre couple, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que souvent, nous choisissons de fermer les yeux. C'est ce qui m'est arrivé pendant très longtemps. Les signes étaient là au début, subtils, puis de plus en plus évidents, mais je préférais les ignorer, faire comme si tout allait bien. Les premiers soupçons concrets sont apparus un dimanche de 1973. Nous rangions notre chambre quand j'ai trouvé un reçu dans la poche d'un des costumes d'Antoine. C'était une facture d'une bijouterie à Ribeirão Preto, datée de la semaine précédente. Le montant était important, pourtant aucun bijou nouveau n'était apparu à la maison. Quand je lui ai demandé, il est devenu nerveux. Il a dit que c'était un cadeau pour la secrétaire du bureau qui prenait sa retraite. Son explication semblait plausible, mais quelque chose dans son ton, dans son regard fuyant, a semé un doute en moi. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je tournais dans mon lit, repensant à d'autres comportements étranges que j'avais remarqués, comme le fait qu'il prenne toujours une douche dès son retour de voyage, avant même d'embrasser les enfants, ou comment il gardait son agenda de travail avec tant de précaution, ou encore les fois où le téléphone sonnait tard le soir et qu'il emportait l'appareil dans le jardin pour parler. Le lendemain matin, décidé à chasser ses pensées, je me suis replongée dans ma routine avec les enfants. Miguel était déjà à l'école et Claire allait à la maternelle. Je m'occupais de la maison, cuisinais, aidais aux devoirs. Je participais aussi au groupe de mamans de l'école et à la communauté de l'église. C'était une vie simple, mais qui me convenait. Dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé d'ignorer mes soupçons, me persuadant qu'ils n'étaient que le fruit de mon insécurité. Mais d'autres signes sont alors apparus. Un parfum différent sur sa chemise que j'ai remarqué en lavant le linge, des noms de femmes rayés dans son agenda quand il oubliait de verrouiller, des factures de téléphone montrant des appels répétés vers le même numéro à Ribeirão Preto. Une nuit, alors qu'Antoine dormait, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai pris son agenda et j'ai copié ce numéro mystérieux. Le lendemain, après avoir déposé les enfants à l'école, je suis allée au téléphone public du quartier et j'ai appelé. Une femme a répondu. Quand j'ai demandé à parler à Antoine, elle a répondu naturellement « Il est en voyage, il revient jeudi. Qui veut parler? » J'ai raccroché sans rien dire, le cœur battant et les mains tremblantes. Cet après-midi-là, assise à la table de la cuisine, avec une tasse de café refroidissant, sans être touchée, j'ai affronté la possibilité que mon mariage n'était qu'un mensonge. Antoine avait une autre femme, peut-être même une autre famille. Et moi qui avais toujours cru être une bonne épouse, je n'avais pas suffi à le garder fidèle. La douleur était presque physique, comme si quelque chose en moi s'était brisé. Mais que faire? À l'époque, se séparer était une honte, surtout pour une femme. Je n'avais aucune formation professionnelle et je n'avais jamais travaillé à l'extérieur. Comment allais-je subvenir aux besoins de mes enfants? Comment allais-je faire face au jugement des autres? Et il y avait aussi l'amour. Malgré tout, j'aimais encore Antoine, ou peut-être que j'aimais l'idée que je me faisais de lui, l'homme que je croyais qu'il était. Pendant des semaines, j'ai porté ce secret toute seule. Parfois, je me convainquais presque que j'avais tout compris de travers, qu'il y avait une explication innocente. Mais alors Antoine appelait pour prévenir qu'il resterait quelques jours de plus à Ribeirão Preto, et le doute revenait avec force. Un après-midi, en rangeant la chambre des enfants, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures au fond du placard.
Elle contenait toutes les lettres d'amour qu'Antoine m'avait écrites pendant notre courtisanerie. Les relire a été une expérience douce amère. Chaque mot tendre me semblait désormais un mensonge savamment construit. C'est à ce moment-là, les lettres étalées sur le lit, que j'ai pris une décision. Je devais connaître toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Une voisine avait un frère chauffeur de taxi à Ribeirão-Preto. J'ai pris mon courage à deux mains et lui ai raconté une version simplifiée de la situation. Elle a d'abord hésité, mais a finalement accepté de m'aider. Elle a finalement parlé à son frère pour qu'il vérifie l'adresse que j'avais mentionnée. Ensuite, une enveloppe est arrivée avec des photos. C'étaient des images d'une maison simple mais bien entretenue. Sur l'une d'elles, Antoine était dans le jardin, serrant une femme brune dans ses bras. Sur une autre, il jouait avec une petite fille, probablement du même âge que Claire. La confirmation a été dévastatrice. J'ai passé toute la nuit à pleurer silencieusement dans la salle de bain pour que les enfants ne m'entendent pas. Je me sentais humiliée, trahie, jetable. La vie que j'avais construite avec tant de soin et de dévouement semblait maintenant être une cruelle farce. L'homme que je croyais connaître mieux que n'importe qui au monde était en réalité un étranger porteur de sombres secrets. Les jours suivants, je fonctionnais en pilote automatique. J'emmenais les enfants à l'école, préparais les repas, aidais aux devoirs, comme si mon monde ne s'était pas effondré. Antoine était en voyage, ce qui m'a laissé le temps de réfléchir. J'ai envisagé de le confronter immédiatement, d'exiger des explications, voire même de dévoiler sa trahison à tout le monde, mais quelque chose me disait que ce n'était pas la bonne réponse. Un après-midi, en rendant visite à mon amie Hélène, qui travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats, je lui ai confié ma situation. C'est elle qui a d'abord suggéré une idée qui allait changer ma vie. Pourquoi ne pas commencer à te préparer à être indépendante avant de prendre une décision? Cette suggestion a allumé une petite lumière dans l'obscurité où je me trouvais. Si Antoine avait construit une vie secrète, peut-être pourrais-je moi aussi construire quelque chose pour moi, discrètement pendant que je décidais de ce que je ferais de mon mariage. Quand je lui ai raconté ma situation, Hélène m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Françoise, la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Ne prends aucune décision tant que tu es dépendante de lui. » Hélène était divorcée, ce qui était rare à l'époque, et elle avait reconstruit sa vie seule. Elle semblait être une femme d'un autre monde, indépendante, confiante, maîtresse de son propre destin. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec une nouvelle détermination qui grandissait en moi. Ce ne serait pas facile, mais je devais me préparer avant de confronter Antoine. D'abord, il fallait que je découvre exactement où nous en étions financièrement. Je redoublais d'attention quand il se montrait distrait pour consulter les relevés bancaires et vérifier les comptes, prétextant un intérêt pour mieux gérer notre argent. Il semblait surpris, mais ne se doutait de rien. Ce que j'ai découvert n'était pas très réjouissant. Antoine gagnait bien sa vie, mais dépensait énormément. Nous avions peu d'économies et la maison était encore en cours de financement. Clairement, une part importante de son salaire servait à soutenir l'autre famille. Si je décidais de me séparer, je ferais face à de grosses difficultés financières, surtout à une époque où il était très difficile pour une femme divorcée d'obtenir la garde des enfants et une pension adéquate. C'est alors que je me suis souvenue de mes compétences en couture. Depuis mon enfance, je confectionnais des vêtements pour mes poupées. Plus tard, je cousais pour moi et pour les enfants. On me complimentait souvent pour les pièces que je réalisais. Peut-être pourrais-je transformer cela en source de revenus. Sans parler de mes projets à quiconque, j'ai commencé à mettre de petites sommes de côté avec l'argent qu'Antoine laissait pour les dépenses du foyer. C'était peu, mais c'était un bon début. Avec cet argent, j'ai acheté des tissus et des fournitures de meilleure qualité. Hélène a aidé à faire passer le mot auprès de ses collègues que je réalisais de petites réparations et ajustements de vêtements à prix raisonnable. Les premières commandes étaient simples. Ourlets de pantalons, retouches de robes, remplacement de boutons. Je travaillais pendant que les enfants étaient à l'école, rangeant soigneusement mon matériel avant leur retour ou celui d'Antoine.
Peu à peu, le nombre de clientes a augmenté par bouche à oreille. Rapidement, j'ai commencé à recevoir des commandes pour des pièces complètes, robes de soirée, ensembles professionnels. Je travaillais principalement quand Antoine était en voyage, ce qui, ironiquement, devenait de plus en plus fréquent. Lorsqu'il était à la maison, je consacrais tout mon temps à lui et aux enfants, maintenant l'image de la femme parfaite. C'était épuisant de mener cette double vie, mais chaque jour, je me sentais un peu plus forte, un peu plus autonome. L'un des moments les plus difficiles fut lorsque Claire, alors âgée de 6 ans, m'a demandé pourquoi son père voyageait si souvent. « Il n'aime pas être avec nous ?» a-t-elle demandé, les yeux remplis de larmes. Il m'a fallu toute ma maîtrise de moi-même pour ne pas craquer à ce moment-là. J'ai expliqué du mieux que j'ai pu que le travail de mon père était important pour notre subsistance, mais qu'il nous aimait beaucoup. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais le sujet n'est pas revenu pendant un certain temps. Environ 1 an après avoir commencé mon travail secret de couture, j'ai reçu une commande qui a tout changé. La belle-sœur d'Hélène allait se marier et avait besoin d'une robe pour la mère de la mariée. C'était un travail plus complexe que tout ce que j'avais fait jusqu'alors, mais j'ai relevé le défi. J'ai passé des nuits blanches à dessiner, couper, coudre. Le résultat a dépassé toutes les attentes. La dame adorait la robe et a insisté pour dire à toutes ses amies qui avaient créé cette pièce unique. Soudain, ma petite activité clandestine a gagné en notoriété. J'ai commencé à recevoir des commandes pour des robes de fête, des ensembles pour les demoiselles d'honneur et même des robes de mariée plus simples. J'ai dû élargir mes opérations, ce qui signifiait que je ne pouvais plus cacher ce que je faisais. Un soir, pendant le dîner, j'ai dit à Antoine que je faisais quelques travaux de couture pour aider aux dépenses de la maison. J'ai minimisé l'ampleur de ce que je faisais, le présentant comme un petit hobby qui rapportait un peu d'argent. À ma grande surprise, il n'a pas protesté. En fait, il semblait même soulagé que j'ai quelque chose à faire pendant ces absences de plus en plus prolongées. Il a juste demandé que je ne néglige pas les enfants ou la maison, ce que, évidemment, je ne ferai jamais. Avec cette approbation réticente, j'ai amené mon équipement dans le salon et j'ai travaillé pendant la journée. J'ai engagé une jeune femme du quartier pour aider avec le ménage 2 fois par semaine, ce qui me laissait plus de temps pour coudre. Miguel et Claire, maintenant âgés de 10 et 8 ans, grandissaient et passaient plus de temps à l'école l'après-midi. Pendant qu'ils faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, je cousais près d'eux, toujours disponible pour aider quand ils en avaient besoin. L'argent que je gagnais allait dans un compte bancaire que j'avais ouvert en secret. Ce n'était pas beaucoup au début, mais cela augmentait régulièrement et sûrement. J'ai appris à gérer les finances, à calculer les coûts et les prix, à négocier avec les fournisseurs de tissus. Chaque petite victoire me donnait plus de confiance. En 1976, un autre tournant est survenu. Une de mes clientes était propriétaire d'une petite boutique au centre-ville et m'a invité à créer quelques pièces exclusives pour sa boutique. C'était une occasion de grandir, mais cela impliquerait de prendre des engagements plus sérieux, peut-être même de louer un local en dehors de la maison pour travailler. J'ai hésité. Une partie de moi était encore attachée à l'idée du mariage parfait, l'espoir qu'Antoine quitte sa seconde famille pour ne se consacrer qu'à nous. Une autre partie savait que cela était peu probable et que je devais continuer à bâtir mon indépendance. Après mûre réflexion, j'ai accepté la proposition. J'ai loué une petite pièce au fond d'un immeuble commercial non loin de chez moi, avec l'aide de Hélène et d'autres amis. J'ai décoré cet espace simplement avec goût. J'ai acheté une machine à coudre industrielle d'occasion et embauché une jeune apprentie pour m'aider dans les tâches les plus simples. Quand j'ai parlé à Antoine de cette expansion de l'entreprise, il avait l'air sincèrement fier. « Ma femme, une femme d'affaires », plaisanta-t-il. Peut-être était-il soulagé que je construise ma propre vie, ce qui pouvait lui enlever une part de culpabilité, ou peut-être admirait-il vraiment mon initiative. Quoi qu'il en soit, son approbation, même si elle comptait pour maintenir la paix à la maison, n'était plus indispensable pour moi. Mois après mois, ma confiance et mon indépendance financière grandissaient. Je commençais à envisager un avenir où je pourrais subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants, si nécessaire. Mais je n'étais pas encore prête à affronter la vérité sur mon mariage.
en partie par peur, en partie parce que je ne voulais pas bouleverser la vie des enfants. Je maintenais les apparences et vivais ainsi partagée entre deux mondes, la femme dévouée lorsqu'Antoine était à la maison et la femme d'affaires en devenir quand il était absent. C'était un équilibre délicat et épuisant, mais qui, sans que je m'en rende compte à l'époque, me préparait à ce qui allait venir. Les années passaient et ma situation de couturière s'améliorait. Ce qui avait commencé comme un travail discret à domicile s'était transformé en un petit atelier respecté. J'avais 2 employés et je faisais occasionnellement appel à une aide supplémentaire lors des périodes de forte activité, comme avant les remises de diplômes et les mariages. Mes enfants grandissaient. Miguel était déjà au lycée et Claire ne lui restait pas en reste. C'étaient de bons enfants, studieux et affectueux malgré la présence fréquente du père. Antoine continuait à voyager, mais quelque chose avait changé. Il semblait moins soucieux des apparences. Parfois, il passait des semaines sans appeler pour prendre des nouvelles des enfants. Quand j'étais chez moi, il m'arrivait souvent de paraître absente, comme si mes pensées étaient ailleurs. Je savais parfaitement où elles se trouvaient. Pourtant, nous conservions l'apparence d'une famille normale, dîner du dimanche, sorties avec des amis, parfois même des vacances ensemble. C'était comme si nous vivions dans une pièce de théâtre, chacun jouant son rôle. Les enfants percevaient que quelque chose n'allait pas, mais ils ne le disaient jamais ouvertement. Moi non plus, je n'évoquais pas le sujet, incertaine du meilleur moment pour affronter la situation. En 1979, quelque chose est arrivé qui a changé la donne. J'ai reçu une commande pour réaliser la robe de demoiselle d'honneur d'une femme de Ribeirão Preto, venue à São Paulo pour le mariage d'une nièce. Lorsqu'elle est venue pour l'essayage, je me suis figée. C'était elle, l'autre femme d'Antoine. Je ne pouvais pas me tromper. J'avais déjà vu sa photo des années auparavant. Elle ne me connaissait évidemment pas, car elle se comportait normalement, parlant de son voyage fatigant et de son impatience pour le mariage. Les mains tremblantes, j'ai fait les marquages nécessaires sur le tissu pendant qu'elle parlait sans cesse. Elle a mentionné que son mari voyageait beaucoup pour le travail et qu'elle avait une fille de 11 ans qui vivait à Ribeirão Preto depuis son mariage. Chaque mot était comme un coup de poignard. Quand elle est partie, j'ai promis de me reprendre suffisamment pour finir sa robe. J'ai passé une nuit blanche à réfléchir à ce que je devais faire. Une part de moi voulait l'affronter au prochain essayage, tout lui révéler, peut-être même former une alliance contre Antoine. Une autre part voulait simplement finir le travail et ne plus jamais la revoir. Mais le destin en avait décidé autrement. La semaine suivante, lorsqu'elle est revenue pour l'essayage, elle avait amené la petite Régine du même âge que Claire, avec les mêmes yeux qu'Antoine, le même sourire. À les voir côte à côte, personne n'aurait douté qu'elles étaient sœurs. Le choc fut si fort que j'ai dû m'excuser et aller aux toilettes où j'ai pleuré silencieusement quelques minutes avant de me ressaisir et de retourner travailler. La femme, Maryse, c'était son prénom, a remarqué ma gêne et m'a demandé si j'allais bien. J'ai menti en disant que j'avais reçu une triste nouvelle d'une amie. Elle a été compréhensive, commentant à quel point faire face aux difficultés de la vie était dur, si seulement elle savait. J'ai fini sa robe et nous nous sommes dit au revoir. Elle m'a invité à lui rendre visite si jamais j'allais à Ribeirão Preto. J'ai remercié poliment, sachant bien que cela n'arriverait jamais. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je me suis effondrée sur une chaise, épuisée physiquement et émotionnellement. Cette rencontre a été le déclencheur dont j'avais besoin. Il devenait impossible de continuer à vivre ce mensonge. Non, ce n'était pas juste pour moi, pour mes enfants, et étonnamment, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus juste pour Maryse et sa fille. Nous étions tous victimes des choix d'Antoine. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai fait un bilan complet de ma vie. Financièrement, j'étais dans une meilleure situation que je ne l'avais jamais imaginée. Mon atelier générait suffisamment de profit pour subvenir confortablement à mes besoins et à ceux de mes enfants. Nous avions un toit au-dessus de nos têtes et, bien que la maison soit au nom d'Antoine, j'avais assez d'économies pour louer un logement décent si nécessaire. Mes enfants n'étaient plus de tout petits qui ne comprendraient pas une séparation.
En fait, je soupçonnais qu'il pourrait même ressentir un certain soulagement à la fin de cette mascarade qu'était devenue notre mariage. Mes parents étaient déjà décédés, mais j'avais une sœur à São Paulo sur qui je pouvais compter pour un soutien affectif. J'avais aussi des amis fidèles, comme Hélène, qui me soutiendraient certainement quelle que soit ma décision. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à envisager sérieusement la possibilité de confronter Antoine et de mettre fin à notre mariage, non pas par colère ou vengeance, mais parce que je méritais mieux dans la vie. Je méritais l'honnêteté, le respect, peut-être même la chance de trouver un véritable amour un jour. Lorsqu'Antoine est rentré de son dernier voyage, j'ai remarqué quelque chose de différent chez lui. Il semblait inquiet, distrait, plus irritable que d'habitude. Pendant le dîner, il a à peine parlé aux enfants. Après leur coucher, il m'a demandé si nous pouvions discuter assis dans le salon avec le son doux de la radio en fond. Antoine a d'abord parlé de problèmes au travail, de comment il allait. Puis, soudain, il a changé de sujet. « Françoise, je dois te dire quelque chose. » a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. « J'ai fait une grosse erreur il y a quelques années, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Était-il possible qu'après toutes ces années, il s'apprête enfin à avouer? J'ai une autre famille à Ribeirão Preto, a-t-il poursuivi, une femme et une fille. Ça a commencé comme une aventure d'un soir, mais, eh bien, elle est tombée enceinte et je n'ai pas pu l'abandonner. Oh, je suis restée silencieuse, observant. C'était surréaliste d'entendre de sa bouche ce que je savais déjà depuis des années. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Il continua, passant nerveusement la main dans ses cheveux. « Je t'aime toi et les enfants, je vous ai toujours aimés, mais je ne peux pas nier que j'ai des sentiments pour elles aussi. » Sa voix se brisa. Je restais silencieuse, laissant le poids du silence s'installer dans la pièce. Je te dis ça maintenant parce que l'entreprise me transfère définitivement à Ribeirão Preto. C'est en fait une promotion. J'ai pensé que toi et les enfants pourriez déménager avec moi, mais je sais que ce serait compliqué. Tu as ton travail ici, les enfants ont leur école, leurs amis. Il trouva enfin le courage de me regarder dans les yeux. J'ai besoin de prendre une décision, Françoise. Et là, tu méritais de savoir toute la vérité. Avant, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris ma décision depuis longtemps. Avec un calme qui le surprit, et moi aussi je répondis « Antoine, je sais depuis des années pour Maryse et Régine. » Cette fois, c'était à lui d'être muet, abasourdi. J'avais vu les photos, entendu les appels téléphoniques, rassemblé toutes les pièces du puzzle. Par coïncidence, Maryse était récemment venue me voir en tant que cliente. Elle était venue avec Régine dans mon atelier pour commander une robe. Il pâlit, clairement bouleversé par cette révélation. Pendant toutes ces années, continuai-je, j'ai été prête pour ce moment. Mon indépendance financière. J'ai élevé nos enfants quasiment seuls et j'ai appris à vivre sans dépendre de toi. Je ne déménagerai pas à Ribeirão Preto, ni ne poursuivrai ce mariage. Tu as fait ton choix il y a longtemps, même si tu n'as pas eu le courage de l'admettre avant aujourd'hui. L'expression d'Antoine cette nuit-là était quelque chose que je n'oublierai jamais. Surprise, honte et peut-être aussi un certain soulagement. Pendant des années, il avait vécu en menant 2 vies, 2 familles, 2 versions de lui-même. D'une certaine façon, mon refus de faire semblant que je ne savais rien et ma décision de mettre fin à notre mariage furent aussi libérateurs pour lui. Dans les jours qui suivirent, nous avons eu plusieurs conversations difficiles. Nous avons abordé des questions pratiques, la maison, les finances et surtout, comment annoncer la nouvelle à nos enfants. Antoine voulait attendre, voire même taire l'existence de l'autre famille, mais j'ai insisté sur le fait qu'il méritait de connaître la vérité, même si elle était douloureuse. Un dimanche soir, après le dîner, nous nous sommes assis avec Miguel et Claire dans le salon et nous avons tout expliqué. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Miguel, à 15 ans, réagit avec colère. Il cria sur son père, lui dit qu'il ne voulait plus jamais le revoir, puis sortit en claquant la porte.
Claire, plus silencieuse, pleurait en silence, se posant des questions sur la sœur qu'elle n'avait jamais connue. Antoine, pour la première fois, semblait véritablement désolé en voyant la douleur qu'il avait causée. Dans les semaines qui suivirent, notre maison devint un véritable champ de mines émotionnelles. Miguel refusait de parler à son père et Claire oscillait entre une profonde tristesse et une douloureuse curiosité à propos de sa sœur. Je me tenais occupée avec l'atelier, qui était désormais, plus que jamais, mon refuge. Antoine déménagea dans un appartement temporaire pendant qu'il préparait son transfert définitif à Ribeirão-Preto. Nous étions d'accord pour que la maison reste à moi et aux enfants. C'était le minimum qu'il pouvait faire. Il s'engagea aussi à verser une pension alimentaire, même si j'avais clairement indiqué que je pouvais subvenir aux besoins de mes enfants seuls si nécessaire. Le processus de divorce fut lancé, quelque chose encore rare et stigmatisé en 1979. Certaines amies s'éloignèrent, comme si ma situation était contagieuse. D'autres, en particulier Hélène, se montrèrent encore plus présentes. Ma sœur fut également un pilier fondamental de soutien, passant des week-ends avec nous et aidant avec les enfants quand je devais travailler tard. 3 mois après la séparation, je reçus un appel inattendu. C'était Maryse. Sa voix tremblait quand elle se présenta. « Je sais que c'est étrange, dit-elle, mais il faut que je te parle. » Réticente, j'acceptais de la rencontrer dans un café du centre-ville. Le jour venu, je m'assis à la table, le cœur battant, essayant d'imaginer ce qu'elle pouvait vouloir. Lorsqu'elle arriva, elle semblait aussi nerveuse que moi. Nous commençâmes par des échanges polis, mais tendus. 2 femmes liées par le même homme, toutes 2 victimes du même mensonge. « Je veux que tu saches, dit-elle enfin, que je n'avais aucune idée qu'Antoine était marié quand nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit qu'il était veuf, avec 2 enfants qui vivaient chez leur grand-mère à São Paulo. » Je ne pus m'empêcher de rire de l'ironie de la situation. Il me disait qu'il voyageait pour le travail. Je crois que mentir était sa seconde nature. Peu à peu, la tension diminua. Maryse me raconta comment elle avait rencontré Antoine, comment elle avait cru à ses histoires, comment elle était tombée amoureuse de cet homme charmant qui venait régulièrement dans sa ville. Je lui racontais ma version. Des années de soupçons, la découverte de la trahison, mon plan silencieux pour garantir mon indépendance. « Tu es plus forte que je ne le serai jamais », dit-elle avec une admiration sincère qui m'étonna. Quand Antoine a finalement avoué à propos de toi et de tes enfants, je me suis simplement effondrée. Je n'arrivais pas à imaginer continuer seule avec Régine. À ce moment-là, je réalisais que, malgré les circonstances, il n'y avait pas de colère dans mon cœur envers Maryse. Elle avait également été trompée. La différence, c'est que j'avais eu des années pour me préparer au moment de la vérité, tandis que pour elle, tout s'était effondré d'un coup. « Comment va Régine ?» demandai-je, sincèrement intéressée, à la fois confuse et blessée. Elle avait toujours idéalisé le fait qu'il vivait un mensonge. Claire connaissait aussi des difficultés. Je lui fis alors confiance et posai beaucoup de questions sur sa sœur. C'est à ce moment-là que Maryse suggéra quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit. « Penses-tu qu'un jour, les filles pourraient se rencontrer ?» L'idée m'effraya d'abord, mais en y réfléchissant, je réalisais que refuser à ma fille la chance de connaître une sœur serait en quelque sorte perpétuer les mensonges d'Antoine. Après plusieurs réflexions, j'en vins à envisager cette possibilité. Les mois suivants furent une période d'adaptation. Antoine déménagea définitivement à Ribeirão-Preto, venant à São Paulo toutes les 2 semaines pour rendre visite à Miguel et Claire. Bien que Miguel refusât souvent de le voir, notre divorce fut officialisé, me rendant officiellement une femme séparée, avec tout le poids social que cela impliquait à l'époque. Mon atelier, quant à lui, continuait de prospérer. Avec 2 nouvelles employées, je commençais à donner des cours de couture 2 soirs par semaine, une activité que je découvrais prendre plaisir à faire. Il y avait une gratification particulière à partager mes compétences avec d'autres femmes, beaucoup cherchant également une indépendance financière. 1 an après notre séparation eut lieu la rencontre qui allait changer nos vies à jamais.
Après de nombreuses conversations avec des thérapeutes, Maryse et moi estimâmes qu'il était temps que Claire et Régine se rencontrent. Nous organisâmes un déjeuner dans un restaurant neutre en présence des quatre, moi, Maryse, Claire et Régine. Antoine resta à l'écart. Nous étions d'accord pour dire que sa présence compliquerait les choses. La rencontre débuta de manière tendue et inconfortable, comme on pouvait s'y attendre. Les filles, si semblables physiquement, avaient en revanche des tempéraments très différents. Claire plus réservée et observatrice, Régine expansive et bavarde. Peu à peu, cependant, la glace commença à se briser. Ils ont découvert qu'elles partageaient les mêmes goûts pour les livres, la même musique, riaient des mêmes blagues et reconnaissaient les mêmes manies héritées de leur père. Lorsque nous nous sommes dit au revoir, les filles ont échangé leurs adresses et ont promis de s'écrire. Maryse et moi nous sommes regardés, un mélange de soulagement et d'espoir dans les yeux. Peut-être que quelque chose de beau pourrait naître de cette situation douloureuse, et ce fut le cas. Au fil des années, Claire et Régine ont tissé une amitié sincère, se soutenant mutuellement face aux difficultés de l'adolescence puis de l'âge adulte. Miguel a fini par entretenir une relation avec sa demi-sœur, même si cela n'a pas été simple. Nous ne sommes jamais devenus de vrais amis, mais un respect mutuel s'est installé. Malgré tout, il a continué à être perçu comme le père de nos enfants et moi, plutôt comme leur mère. Avec le temps, j'ai appris à gérer cette situation, non pas pour lui, mais pour moi-même. Le ressentiment ne ferait que me ronger et j'avais une vie à vivre. Et quelle vie! Mon atelier a grandi pour devenir une petite boutique. À 45 ans, je suis retournée aux études et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. À 50 ans, j'ai suivi une formation technique en design de mode. J'ai vu mes enfants décrocher leur diplôme, construire leur carrière et trouver l'amour. Beaucoup me demandent si je regrette d'avoir épousé Antoine, d'avoir passé tant d'années dans un mariage fondé sur un mensonge, de ne pas avoir fait face à la vérité plus tôt. Ma réponse est toujours la même, je ne regrette rien. Chaque choix, chaque douleur, chaque épreuve m'a amené là où je suis aujourd'hui. Si je pouvais remonter dans le temps pour avertir cette jeune mariée pleine d'espoir de ce qui l'attendait, je ne crois pas que je le ferais. Elle devait traverser tout cela pour devenir la femme que je suis maintenant, indépendante, forte en paix avec moi-même. À 60 ans, j'ai rencontré Fernand, un professeur d'université veuf et client de ma boutique qui cherchait un cadeau pour sa fille. Ouais, nous avons noué une amitié qui peu à peu s'est transformée en une relation basée sur le respect mutuel et l'honnêteté, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé retrouver. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière avec gratitude pour ce parcours. La trahison d'Antoine aurait pu me détruire. Au lieu de cela, elle a été le moteur de ma métamorphose. J'ai appris que nous sommes plus forts que nous le pensons, que nous pouvons reconstruire notre vie à partir des cendres de la déception et que souvent, ce qui semble être la fin n'est en réalité que la naissance douloureuse d'un nouveau départ. Et vous, qui regardez peut-être une situation similaire, souvenez-vous ceci, votre histoire ne s'arrête pas à la douleur. Vous avez la force de l'écrire à nouveau. Cela a été vrai pour moi et cela peut l'être pour vous aussi. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions sur mon histoire. Une chaleureuse étreinte de la part de cette grand-mère qui a appris que parfois, les fins inattendues sont les plus belles. Merci d'avoir suivi mon récit. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à laisser un like, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de résilience. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Une chaleureuse étreinte de cette grand-mère qui a compris que les fins inattendues peuvent être les plus belles.